Bienvenue sur cette chaîne, La Socio avec Caro, une chaîne entièrement dédiée à la sociologie. Je m'appelle Carolina, j'ai 24 ans et je suis étudiante en bachelor de sociologie à l'Université de Genève. J'adore cette discipline et le but de cette chaîne, c'est de pouvoir te transmettre ma passion, mon engouement, mon enthousiasme pour mon domaine d'études, en espérant pouvoir horizontaliser un peu et démocratiser les différents savoirs que l'on peut acquérir dans ce cursus. Évidemment, mes vidéos ne sont pas des cours, je ne suis pas professeure et en les regardant, tu ne vas pas sortir avec un diplôme universitaire. Je sais que pour certaines personnes ça paraît évident, mais pour d'autres, au vu de certains commentaires que j'ai déjà pu recevoir, ma démarche est culottée parce que je me prendrais pour je ne sais quoi, je ne sais qui. Tout simplement des personnes qui trouvent ça illégitime, qui comprennent pas le pourquoi du comment du qu'est-ce. Donc voilà, je me réexplique au cas où. Mon but c'est vraiment de rendre ce savoir plus accessible, plus digeste, plus simple, puisqu'il ne l'est pas forcément. C'est aussi de donner une idée globale et générale de ce qu'on peut bien étudier en sociologie, éventuellement à des personnes qui parfois ne savent même pas ce que ça veut dire. Il y a plein de gens qui sont même pas au courant que c'est une discipline qui existe, ou quand ils savent qu'elle existe, ils savent pas forcément vraiment qu'est-ce qu'on y étudie. Voilà grosso modo ce que je cherche à faire. Maintenant, ça vaut ce que ça vaut. Tu sais que je suis étudiante, je ne suis pas diplômée, ce sont des vidéos YouTube. À partir de là, je pars du principe que tu as tous les outils nécessaires pour avoir le recul qu'il faut en regardant mes vidéos. Et maintenant, je vais arrêter un peu de me justifier et rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler d'un des grands paradigmes qu'on peut retrouver en sociologie qui s'appelle le fonctionnalisme, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il va falloir qu'on regarde ensemble quelques notions de vocabulaire et quelques bases théoriques afin que tu puisses comprendre l'intégralité de ce que je vais raconter, non seulement dans cette vidéo, mais aussi les prochaines. Donc on va déjà commencer avec le mot paradigme. Un paradigme, c'est un peu une sorte de modèle créé par plusieurs éléments qui va nous permettre d'appréhender le monde, d'observer ce qui nous entoure à partir d'une position très spécifique. C'est un peu comme une sorte de filtre que l'on va poser sur notre regard qui va orienter notre manière de faire de la recherche et d'analyser nos résultats. Une des grandes particularités des sciences sociales, dont fait partie la sociologie, c'est qu'on a la possibilité de faire de la science avec une pluralité des paradigmes, ce qui n'est pas le cas dans les sciences dites dures, les sciences brutes, qui pour le coup, elles fonctionnent avec un paradigme prédominant qui va ou non être remplacé au fur et à mesure que la recherche avance. Ça veut tout simplement dire que dans les sciences sociales, il y a la possibilité d'utiliser plusieurs filtres, plusieurs types de lunettes de soleil si tu préfères, pour pouvoir faire la science, et il n'y a pas forcément un paradigme qui soit plus valable que les autres, même si on verra plus tard que c'est un peu plus compliqué que ça, alors que dans les sciences de la nature, les sciences brutes, on va adopter un modèle, et c'est le modèle véridique, juste, qui va nous permettre de tout appréhender, et si ce modèle un jour n'est plus valable, et ben on va le remplacer par un autre. Pour te donner un exemple, pendant longtemps, on pensait que le soleil tournait autour de la Terre, et ça en fait c'est un paradigme qu'on avait en sciences qu'on appelait le géocentrisme, c'est-à-dire géo, la Terre est au milieu du système et c'est tout le reste qui tourne autour de la Terre. Et il y a eu un moment où on s'est rendu compte qu'en fait on s'était trompé, non, ce n'est pas la Terre qui est au centre de l'univers et le soleil qui tourne autour, mais c'est bien le soleil qui est au centre du système et la Terre qui tourne autour de celui-ci. À partir de ce moment-là, il a fallu mettre à la poubelle le paradigme du géocentrisme parce qu'on s'est rendu compte que c'était faux, et donc le remplacer par un nouveau paradigme qui était l'héliocentrisme. Hélio, le soleil, centrisme au centre. Et donc ça, c'est le nouveau paradigme qui a prédominé dans les sciences de la nature, une fois qu'on l'a compris et qu'on l'a prouvé, et on n'est jamais revenu au géocentrisme, puisqu'on a compris qu'il était faux. Et donc la science brute avance de cette manière-là. On remplace les anciens paradigmes par des nouveaux qui sont plus justes, plus véridiques, et à chaque fois, on va mettre les anciens aux oubliettes. Mais, comme je le disais tout à l'heure, en sciences humaines et en sciences sociales, ça ne marche pas comme ça, puisque on accepte la pluralité des paradigmes, c'est-à-dire qu'on va utiliser plusieurs modèles, et c'est pas parce qu'on en utilise un que ça va invalider les autres. Après, évidemment, certains modèles ne sont plus du tout utilisés aujourd'hui parce qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient vraiment pas pertinents, voire carrément obsolètes, mais ça n'empêche pas cette cohabitation, le fait que l'on peut parfois prendre une posture ou une autre en fonction de ce qu'on va étudier. En ce qui concerne la sociologie, au cours de son histoire, on a pu observer qu'il y a grosso modo 4 grands paradigmes
paradigmes qui se sont démarqués et qui ont dominé la discipline. Aujourd'hui, je vais te présenter le premier qui s'appelle donc le fonctionnalisme et dans les prochaines vidéos, je te présenterai les 3 autres. Mais avant, petit point vocabulaire comme prévu, il faut savoir que quand on étudie la société, on peut utiliser plusieurs échelles d'observation. On en relève 3. La première, c'est l'échelle macro-sociologique, la deuxième, c'est l'échelle méso-sociologique et la troisième, c'est l'échelle micro-sociologique. La macro-sociologie, c'est quand on va appréhender le social dans son acception la plus large, c'est-à-dire que quand on va parler de société, on se réfère aux sociétés au pluriel avec un grand S dans leur globalité. Par exemple, une personne qui fait de la recherche à partir de cette échelle va pouvoir étudier une société comme la société genevoise en comparaison de la société par exemple de Casablanca au Maroc. Donc là, c'est 2 grosses sociétés que l'on va étudier, comparer, analyser et donc ça reste dans une échelle macro. Autre exemple, on peut observer une même société au fil du temps, c'est-à-dire regarder comment était la société genevoise de 1930 et faire des recherches en comparaison avec la société genevoise de 2010 par exemple. Donc ça reste de la macro-sociologie. En ce qui concerne l'échelle méso-sociologique, on va se limiter un peu plus et se restreindre puisqu'on va regarder plutôt ce qui se passe dans une seule société au niveau de ses institutions. C'est-à-dire qu'on va regarder comment les institutions interagissent les unes avec les autres et comment est-ce qu'elles forment la dite société. Profitons-en pour définir ce qu'est une institution. Donc c'est une structure sociale qui organise la société et qui dure dans le temps. Par exemple, l'hôpital, l'État, le mariage, l'école, l'église, la famille, tout ça ce sont des institutions qui existent depuis très longtemps dans de nombreuses sociétés différentes et qui permettent de les organiser et de les réguler. Et pour finir, la troisième et dernière échelle, donc la micro-sociologie, elle va encore plus restreindre notre focale pour qu'on se concentre sur les individus. C'est-à-dire qu'on va regarder ce qui se passe à l'intérieur des institutions et donc les interactions qu'il y a entre les différents acteurs de ces différentes institutions. Un exemple parfait de micro-sociologie, c'est quand on étudie les familles par exemple. Comment ça se passe entre les parents, les enfants, les cousins, les frères, les sœurs, etc. Ça c'est typiquement de la micro-sociologie parce que vraiment on est sur une échelle beaucoup plus petite que celle que j'ai mentionnée tout à l'heure. 2 autres termes qu'il est très important de connaître pour bien comprendre la sociologie, c'est qu'on peut adopter des perspectives qu'on va appeler holistiques ou individualistes. Le holisme, c'est une perspective en gros qui va considérer que ce sont plutôt les structures sociales qui influencent les individus. Du coup, c'est une logique un peu d'entonnoir, c'est-à-dire que les grosses structures sont celles qui prédominent et petit à petit, elles vont former les individus. Et inversement, la perspective individualiste, elle considère que ce sont plutôt les individus qui ont un impact sur les structures. Donc c'est vraiment une question de qui influence qui, ou plutôt quoi. Et ces 2 grands pôles en sociologie sur lesquels beaucoup d'auteurs se placent, certains sont très holistiques, d'autres sont très individualistes, certains se situent carrément entre les deux et ça tu le verras au fur et à mesure que je te présenterai différents auteurs et autrices en sociaux qui à chaque fois vont présenter une manière de se positionner entre ces 2 pôles. On peut faire cohabiter ces perspectives, ça va dépendre de chaque auteur, ça va dépendre de ce qu'on va rechercher, ça va dépendre de l'échelle qu'on va utiliser et donc dans tous les cas, on peut extraire du savoir scientifique puisque c'est la méthode qui compte dans la manière de faire de la science et la méthode, elle, ne change pas. C'est-à-dire que tu sois holistique ou individualiste, la méthode afin de pouvoir faire de la recherche, elle, va suivre des règles qui ne vont pas changer pour le coup, quelle que soit la perspective que tu adoptes. En effet, même en sciences sociales et en sciences humaines, on a des protocoles et une méthodologie précise, élaborée, travaillée, rigoureuse. Et donc, quel que soit le point de vue qu'on adopte, avec lequel on sympathise le plus, il faut qu'on respecte en fait cette méthodologie. Parfois ça va être plus des méthodes quantitatives qui vont être privilégiées ou plutôt des méthodes qualitatives. En fait, la méthodologie quantitative, c'est tout ce qui va concerner la recherche à partir de gros chiffres. Par exemple, les statistiques de la population, les rapports, les recensements, tout ça, c'est de l'ordre quantitatif. Et donc il y a un protocole à respecter pour ces méthodes-là, mais on peut aussi faire de la recherche avec des méthodes qualitatives qui du coup concernent plus de la recherche à partir d'entretiens, c'est-à-dire qu'on va rencontrer des gens, les observer, faire parfois ce qu'on appelle des études longitudinales, c'est-à-dire que, je sais pas moi, on va étudier des familles sur plusieurs décennies et donc, je sais pas moi, tous les 5 ans, pendant 30 ans, on va aller les voir, faire des interviews, tout ça, et donc ça c'est plutôt des méthodes qu'on appelle qualitatives.
Enfin bref, ce n'est pas de méthode que je voulais parler aujourd'hui, je vais enfin te présenter ce premier grand paradigme qui a prédominé en sociologie, qui est donc le fonctionnalisme. C'est un paradigme qui a notamment prédominé la socio dans les années 50 et 60. Donc là, vraiment, il y avait une mouvance et un courant fonctionnaliste avec plusieurs auteurs qui se disaient fonctionnalistes, etc., qui a vu le jour. Et comme pour chaque paradigme, je pourrais citer une multitude d'auteurs, j'ai décidé à chaque fois d'en prendre qu'un seul pour pouvoir illustrer et simplifier les choses. Et j'ai décidé que j'allais te parler notamment aujourd'hui de la sociologie d'Émile Durkheim, qui pour le coup est mort en 1917, donc avant qu'il y ait vraiment cette mouvance fonctionnaliste et tout. Il n'est donc pas à proprement parler un fonctionnaliste qui s'inscrit du coup dans cette mouvance des années 50-60, mais je décide quand même de parler de sa sociologie parce que elle illustre parfaitement le paradigme fonctionnaliste, et aussi parce que Durkheim est un grand précurseur de beaucoup de concepts et de notions importantes en sociologie en général. Il se situe clairement dans une perspective holistique, c'est-à-dire que pour lui c'est la société avant tout qui va structurer les individus, et il va même plus loin en considérant que la société est une sorte d'entité qui pourrait exister sans nous. De son point de vue, on peut vraiment faire une analogie avec les sciences de la nature, c'est-à-dire que pour lui, les lois sociales existent au même titre que les lois physiques. C'est-à-dire que la loi d'Archimède ou la loi de la gravité, par exemple, ce sont des lois physiques qui existent indépendamment de notre existence en tant qu'être humain. Elles sont là, elles sont dans l'univers. Et ben pour lui, les lois sociales fonctionnent de la même manière. Dans la sociologie de Durkheim, il y a vraiment l'idée que les faits sociaux doivent s'appréhender comme des choses. À nouveau, à l'image d'un biologiste qui regarderait une fleur, et ben un sociologue observe les faits sociaux de la même façon. Pour Durkheim, les institutions sont à la société ce que les organes sont au corps humain. C'est-à-dire que pour lui, on est vraiment comme une sorte d'organisme géant, donc la société, et que chaque institution joue un rôle, comme mon foie joue un rôle dans mon corps, mon cerveau, mon cœur, mes poumons, etc. Pour illustrer, imaginons que moi, Caroline, je sois une société, et donc que l'État c'est mon cerveau, le cœur c'est l'église, mes poumons c'est l'école, mes intestins c'est l'hôpital, mon estomac c'est la famille, bref. Du coup, toutes ces institutions remplissent une fonction, d'où le nom de fonctionnalisme. Justement, cette notion de fonction, elle est centrale dans ce paradigme, puisqu'on part du principe que toutes les institutions existent pour une raison, parce qu'elles remplissent une fonction spécifique dans la société. Et que si elles ne remplissaient pas une fonction, ces institutions n'existeraient tout simplement pas. Par exemple, l'institution religieuse remplit la fonction d'apprendre aux individus ce qu'est la morale. L'institution scolaire, sa fonction à elle, c'est de socialiser les individus. On reviendra sur le terme socialiser, socialisation, tout ça dans de prochaines vidéos, t'inquiète si tu comprends pas. L'institution familiale remplit une fonction qui est celle de la reproduction de l'espèce. L'institution économique a pour fonction la production des richesses et des ressources. Et l'institution gouvernementale aurait pour fonction d'établir des objectifs collectifs et des projets communs. Donc chacune de ces institutions joue son rôle dans cet immense corps social qui du coup est l'ensemble de ces différentes institutions, et ça permet d'avoir un ensemble cohérent et harmonieux comme ce qui se passe dans un corps humain. Et cette idée d'harmonie et de cohérence, elle est centrale parce qu'on part du principe que même ce que nous, êtres humains, on considère comme étant des problèmes, comme étant des choses qui dysfonctionnent, et ben d'un point de vue institutionnel, ça a un rôle et ça participe à l'harmonie générale du corps social. Durkheim, il part du principe en gros que si une institution dysfonctionne trop et que justement elle n'est plus pertinente dans la survie d'une société, elle va finir par disparaître. Un peu comme, je sais pas moi, les êtres humains, au fur et à mesure qu'ils ont évolué dans le temps, ont progressivement perdu une queue, qui en fait est représenté par notre coccyx, puisque c'est le résidu d'une queue qu'on avait auparavant, qui avec le temps ne nous a plus servi, et donc cette queue, avec les millénaires, a fini par disparaître. Donc pour lui, la société fonctionne de la même manière, c'est-à-dire que tant que les institutions sont là et fonctionnent, c'est parce qu'elles remplissent un rôle, et puis elles finiront par se désintégrer avec le temps si elles ne remplissent plus ce rôle. Mais du coup, on pourrait se demander, qu'est-ce qui fait qu'une société au fil de l'histoire change, qu'il y ait des phénomènes sociaux qui vont bouleverser en fait le fonctionnement social, si, comme le dit Durkheim, chaque institution a un rôle précis, tout le monde est là pour une bonne raison, et que chacun fait son taf en fait. Pourquoi du coup il y a des mouvements, des changements sociaux?
Et ben Durkheim il répond qu'en fait, si le contexte matériel extérieur, c'est-à-dire les ressources, l'environnement, le climat, ce genre de choses, si tout ça, ça change, parce que c'est la nature, hein, c'est la physique, c'est la biologie, tout ça, et ben à force, ça va finir par exercer une pression sur le corps social. Et cette pression sur la société et donc les institutions, ça va pousser progressivement à ce qu'elle évolue, à ce qu'elle s'adapte et justement à ce qu'elle change à cause de cette pression-là. À nouveau, selon Durkheim, si le changement social se fait d'une manière lente, organisée et réfléchie, on appelle ça une réforme sociale. Par contre, si le changement se fait d'une façon brutale, chaotique et soudaine, il va parler plutôt de révolution sociale. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que quand on va parler de fonctionnalité, que quelque chose fonctionne, il faut l'appréhender dans son acception la plus neutre. C'est-à-dire que pour lui, par exemple, le fait qu'il y ait de la criminalité, c'est une manière de remplir une fonction. Parce que nous, quand on pense fonction, on pense quelque chose d'utile, quelque chose qui sert à quelque chose, etc. Et donc quand on parle de criminalité, on pourrait se dire bah, la criminalité ça sert à rien, c'est inutile, c'est négatif et tout. Mais dans une perspective fonctionnaliste, la criminalité remplit une fonction. Quelle serait la fonction que remplit la criminalité? Ce serait celle de légitimer les institutions judiciaires et exécutives. Donc pour un fonctionnaliste, les institutions criminelles, d'une certaine manière, participent à l'harmonisation de la société parce qu'elles permettent de justifier pourquoi on a des tribunaux, la police, des magistrats, des procureurs, etc., etc. Et elles remplissent aussi d'autres fonctions. Là, je t'ai donné un exemple de fonction que pourrait remplir la criminalité, mais il y a plein d'interprétations différentes qui sont possibles. Et donc, même ce qui nous paraît négatif et inutile, en fait, socialement, peut-être, selon les fonctionnalistes, ça a un intérêt pour qu'il y ait une forme d'équilibre. Et toujours selon eux, tant qu'elles existent, c'est bien parce que on en a, entre guillemets, besoin, et que si vraiment elles n'apportaient rien à la société et qu'elles ne permettaient pas d'avoir un certain équilibre, elles finiraient par disparaître, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme la queue humaine qui finit par se transformer en coccyx. Pour un sociologue fonctionnaliste, le conflit a une utilité, a une fonction et permet d'harmoniser et de rendre la société cohérente. Alors ça c'est une version du fonctionnalisme, mais il en existe plusieurs avec d'autres auteurs que je vais te mettre dans la description si ça t'intéresse. Pour en citer quelques-uns, je peux te parler par exemple de Malinowski qui lui a théorisé ce qu'on appelle le fonctionnalisme absolu. On a aussi Talcott Parsons qui lui a théorisé le fonctionnalisme systémique. On a aussi Merton qui a théorisé le fonctionnalisme tempéré. Ce qu'il faut retenir, c'est que quels que soient les fonctionnalismes, ils se mettent tous d'accord sur une vision très holistique de la sociologie. Ils partent tous du principe que on peut faire une analogie avec le vivant et les fonctions des organes pour faire des parallèles avec les fonctions des institutions. C'est juste que voilà, chacun va pousser un peu la métaphore plus ou moins loin et c'est très intéressant de voir jusqu'où on peut développer cette manière de voir les choses, notamment avec Malinowski et le fonctionnalisme absolu qui est une version un peu genre hardcore du fonctionnalisme. Donc voilà, j'espère que tu as pu apprendre des choses, que ça t'a intéressé. Si tu veux me soutenir financièrement pour que je fasse mes vidéos de manière autonome et que je continue de produire mon contenu comme d'habitude, je t'invite à faire un petit tour sur mon Utip et me faire un don si tu le veux et si tu le peux. Même 1 € pour moi, ça fait la différence au quotidien. Du coup, vraiment, merci infiniment aux personnes qui le font déjà. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans les prochaines vidéos dans lesquelles je parlerai des autres paradigmes. Et d'ici là, je vous fais des gros bisous. Mouah.